Bienvenue dans cette émission, Madame, Monsieur. Merci partout où vous nous captez à travers vos petits écrans ou soit à travers tous les réseaux sociaux. Merci. Vous êtes en direct de Miel Télévision, ici en télévision, ici à Kinshasa. Nous y sommes parce que vous avez vu la bande passante. Nous devons recevoir aujourd'hui un haut cadre de l'UNESCO. Il est avec nous sur ce plateau purement spécial. Nous sommes dans ses bureaux et c'est là où se passe cette émission aujourd'hui. Merci. Quid des résolutions des États généraux des musées nationaux du Congo? Ne l'oubliez pas. Il s'est passé à Kinshasa, les États généraux des musées nationaux du Congo. Nous devons en discuter aujourd'hui. Quelles sont les résolutions, les retombées d'ailleurs de ces États généraux? Est-ce que c'est bénéfique pour le peuple congolais ou pas? On en discute avec M. Augustin Bikale, qui est administrateur national à la direction de la culture au niveau de l'UNESCO. Il est avec nous sur ce plateau. M. Augustin Bikale, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Très bien. Eh bien, l'émission a raté le samedi et on est là, c'est le lundi, comme l'avait dit à nos téléspectateurs. Et je pense que les États généraux, vous les avez quand même conduits du début jusqu'à la fin. C'était le 22 que ça a pris fin, un vendredi. Et je ne sais pas pourquoi l'UNESCO a accepté de financer réellement ces États généraux de musées nationaux du Congo. Merci beaucoup. L'UNESCO est venu en appui à l'Institut des musées nationaux du Congo. L'Institut des musées nationaux du Congo a initié les États généraux des musées pour faire le point, pour faire un diagnostic par rapport au secteur dans son ensemble, sur tous les territoires nationaux. Le secteur de musée est un secteur qui est actuellement très préoccupant par rapport aux conditions de conservation des collections nationales. Vous vous rappelez que l'Institut des musées nationaux du Congo était d'abord au Mont Ngaliema depuis sa création depuis 1971 et c'est tout récemment que les collections nationales ont été transférées de Mont Ngaliema vers les sites de sur Triomphal. Voilà, sur Triomphal, mais également au niveau de l'échangeur. Mais au-delà de ça, les musées à l'intérieur du pays ne se développent pas davantage. Le peu qu'il y a ne sont pas en très bonnes conditions pour pouvoir conserver et promouvoir le patrimoine national. Et c'est pour cela que l'Institut des musées nationaux du Congo, la direction générale, a pu approcher l'UNESCO pour un accompagnement technique, pour un appui financier pour l'organisation de ces états généraux des musées. Mais l'UNESCO a répondu favorablement parce que c'est aussi dans son mandat. C'est la seule agence des Nations Unies qui a pour mandat la culture. Et que pour cela, les musées font partie intégrante de la culture, du patrimoine culturel matériel, et que répondre aux besoins ou répondre aux défis des musées nationaux en RDC fait partie effectivement de la mission et du devoir de l'UNESCO en tant que partenaire de l'État congolais. Mais on ne sait pas dire à quelle hauteur ça a été financé. Peut-être c'est pas une question taboue. Non, ce n'est pas une question taboue, mais le problème ici c'est pas vraiment le financement. Vous savez, c'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement. Nous sommes plus un partenaire technique que financier. Vraiment. On peut apporter peut-être un petit appui financier, mais qui n'est pas vraiment notre première préoccupation ou plutôt l'intervention de l'UNESCO ne consiste pas vraiment totalement dans le financement, parce qu'on n'a pas beaucoup. L'UNESCO a toujours appuyé ou Nous avons toujours appuyé. L'UNESCO a toujours appuyé l'IMNC depuis longtemps. Dans les années 80, par exemple, de 82 à 87, l'UNESCO a appuyé l'Institut des musées nationaux du Congo pour le développement de ces derniers, que ce soit dans le domaine de la conservation, de la restauration, mais également de la formation du personnel, de chercheurs. Il y a eu un grand projet à l'époque qui était financé par le PNUD, mais conduit par l'UNESCO.
Et aujourd'hui, l'UNESCO a beaucoup plus apporté par rapport au contenu des états généraux des musées et bien sûr avec la complicité de l'Institut des musées nationaux du Congo. Eh bien, c'est seulement les directeurs qui se retrouvent à Kinshasa ou ça a été pour toute la République? Mais c'est pour cela que je vous dis que si l'UNESCO était un partenaire financier, peut-être on aurait fait plus si on avait assez de moyens. Mais vous savez que faire venir les participants de l'intérieur du pays, ce n'est pas quelque chose de facile si les moyens sont réduits. L'Institut des musées nationaux n'avait pas la possibilité de pouvoir faire appel à tout le monde, mais par contre, il a fait appel aux contributions de tous les directeurs des musées qui sont en province pour pouvoir contribuer à l'état des lieux qui a été fait. Mais il y a beaucoup d'autres activités qui sont prévues dans le proche avenir avec tous les directeurs de ces différents musées. Et donc, ce n'est pas la dernière fois. Ce n'est qu'une première et c'est parti pour une longue période de collaboration encore. L'UNESCO sera toujours là pour répondre à chaque demande. En tout cas, madame, monsieur, je vous rappelle bien que 4 jours suffisaient pour les états généraux. Comprenez que c'était du 19 au 22 novembre 2024, ici à Kinshasa. C'était dans la grande salle de réunion des musées nationaux du Congo. Nous sommes sur Triomphal. Ne l'oubliez pas, plusieurs participants y étaient. Et nous avons vu même la ministre nationale de Culture et Arts qui était représentée par son directeur de cabinet. Et sa conseillère aussi. En matière de services spécialisés établissements publics. Vraiment, ils ont participé du début jusqu'à la fin de ces travaux. Mais quelles sont les attentes que l'UNESCO, ou soit les attentes réelles en grosso modo de ces assises, ces états généraux? Oui, les attentes, l'UNESCO n'a pas... Je rappelle à mes téléspectateurs que vous avez conduit les états généraux du début jusqu'à la fin. Oui, j'ai facilité. Vraiment. Et il était question effectivement de mettre en place un cadre qui permettrait à tout le monde de pouvoir s'exprimer, mais surtout de pouvoir mettre ensemble les différentes réflexions, les différentes solutions aux défis qui caractérisent le secteur. Et alors, quelles sont les attentes de l'UNESCO par rapport à ces états généraux? Non, l'UNESCO a plutôt accompagné, aidé à ce que l'Institut des musées nationaux du Congo atteigne les objectifs qui étaient fixés à ces états généraux. Il était question d'abord de faire l'état des lieux, de faire un diagnostic sur quelle est la situation ou l'état actuel de l'Institut dans son ensemble, quel est l'état de conservation des collections, parce que pour parler musée, il faut parler d'abord collection. Le musée, c'est d'abord les collections, mais c'est ensuite le public. Et après, l'Institut des musées nationaux doit mettre en chanson ces deux parts importantes de la définition du musée. Nous avons les collections et nous avons le public. Et donc, il était question d'évoquer d'abord les problèmes liés à la conservation. Ces problèmes ont été évoqués. Nous avons identifié les différents besoins. Et nous avons même réfléchi sur les réponses ou les solutions à apporter à ces problèmes. La deuxième chose, après les collections, c'est les infrastructures. Qui pose problème déjà. L'Institut des musées nationaux du Congo a besoin réellement d'un investissement en urgence dans le domaine des infrastructures. Parce que les collections nationales sont conservées dans des conditions qui ne sont pas acceptables, dans ce sens qui ne répondent pas aux normes, aux standards internationaux dans le domaine des musées. Et je ne vais pas le décrire ici parce que tout cela a été décrit par les professionnels qui sont d'ailleurs les gardiens de ces collections. La troisième chose, c'est au niveau de des capacités techniques, des compétences professionnelles
du personnel des musées. Et l'institution a bien sûr un personnel qui est dévoué, qui a la passion, qui a la volonté, mais qui doit nécessairement être formé et qui doit se spécialiser et qui doit avoir des compétences diversifiées dans tous les domaines du musée. Que ce soit dans le domaine de la recherche, que ce soit dans le domaine de la conservation ou de la gestion durable des collections chaque jour, mais également dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Comment on peut faire à ce que l'intelligence artificielle contribue au rôle du musée. Amener le musée vers le public ne signifie pas seulement aller avec les objets physiquement, mais c'est aussi aller avec ces objets de façon virtuelle, mais de manière à pouvoir partager le savoir et surtout informer sur le contenu et les ressources que gère l'Institut des musées nationaux. Mais c'est aussi amener le public vers les collections à travers les expositions qui sont organisées dans les musées. Mais s'il n'y a pas d'infrastructure, comment le public peut venir accéder à ces informations quand on sait que les musées sont les vrais lieux d'éducation et un endroit où tout le monde peut accéder à l'information au même titre, sans discrimination. Ce n'est pas des écoles où il y a ceux qui payent cher et ceux qui payent moins cher, là où on enseigne bien, où on n'enseigne pas bien. Mais le musée est l'endroit où les riches et les pauvres peuvent arriver à trouver des informations au même niveau, avec le même personnel et avec les mêmes méthodes de pédagogie. Mais les conditions actuelles... Oui, nous ne pouvons pas dire que c'est trop catastrophique parce qu'il y a possibilité d'accéder, par exemple à travers le musée national où nous avons été, mais le musée national de Kinshasa ne peut pas contenir toutes les collections de l'Institut des musées nationaux du Congo. Voilà. Ce qui fait qu'il faut nécessairement que les collections nationales que gère l'Institut des musées nationaux du Congo aient aussi des infrastructures adéquates pour pouvoir les conserver. Mais il n'y a pas que l'Institut de la direction générale. Il y a également les musées dans les provinces, les musées nationaux. Je me rappelle même dans le Kasaï central, il n'y a plus de maisons de musées. C'est ici le lieu de le dire. Le sort qu'a connu le musée dans le Kasaï central en 2014, je pense, le musée a été... là, c'était avec le gouverneur Alex Kandé Mukompa, je me rappelle. Oui, le musée a été totalement détruit. Il était prévu que d'autres infrastructures soient reconstruites et que le musée devait avoir aussi son espace dedans. Aujourd'hui, il y a bien sûr des constructions sur le lieu où se trouvait le musée, mais ce n'est pas sûr que le musée pourra avoir encore un lieu là-bas. Ce qui fait que les collections du musée de Kananga, par exemple, sont dans des conditions assez inférieures aux normes, qui ne facilitent pas la bonne conservation, ni la sécurité des musées, ni l'accès au public. Or, c'est des ressources assez importantes, non seulement pour contribuer à la définition de l'identité culturelle de peuple, mais c'est pour ouvrir le peuple et leur transmettre des valeurs qui de génération en génération, qui leur permettent de se situer et de se sentir effectivement dans leur culture, et plutôt que d'être tout le temps dans une sorte d'exil culturel à travers la télévision ou à travers les images qu'on reçoit d'ailleurs. Voilà, mais il n'y a pas que le musée de Kananga, il y a le musée de Lubumbashi. C'est un bâtiment qui a été construit en tant que musée, mais qui nécessite aujourd'hui d'être aussi réhabilité, des retouches adapté aux conditions. Parce qu'en Mbandaka, il y a quand même un musée propre. En Mbandaka, il y a un musée, bien sûr, un musée national, mais qui est en fait, la plupart de ces bâtiments, des bâtiments dans le truc, sont des villas qui n'étaient pas dédiées d'abord à la conservation de collections. C'était des maisons d'habitation, mais qui nécessitent d'être adaptées aux conditions actuelles. Oui, mais je dirais que pour le moment,
si vraiment la RDC veut donner de l'importance à sa culture et au patrimoine qui est conservé dans le musée, il est important que chaque province ait au minimum un musée construit pour jouer ce rôle-là. Ce qui n'est pas encore le cas pour le moment. Voilà, ce qui n'est pas encore le cas, mais c'est une interpellation aussi à l'État congolais, qui est d'abord le premier gardien de ce patrimoine, parce que l'État congolais doit faire quelque chose. Oui, l'État doit faire quelque chose et l'UNESCO va toujours continuer à appuyer l'État, que ce soit sur le plan technique comme sur le plan du plaidoyer, pour que effectivement les infrastructures soient développées. L'UNESCO en a aussi la capacité. Je sais, oui, l'UNESCO a la capacité de faire le plaidoyer auprès des bailleurs de fonds et d'autres partenaires qui peuvent intervenir. Non, ça ne traîne pas. Vous savez, faire un plaidoyer, c'est tout un processus. Vraiment. C'est tout un processus. Il faut d'abord arriver à avoir une sorte de synergie au niveau local pour aller ensemble avec le gouvernement. Vous savez que l'UNESCO n'a pas un plan qu'il met en œuvre. L'UNESCO vient en appui de l'État. Voilà. Et c'est les priorités de l'État que nous suivons. Quand l'État manifeste un intérêt dans tel ou tel autre domaine qui relève de compétences de l'UNESCO, l'UNESCO l'appuie dans ce domaine-là. Et par exemple, actuellement, maintenant, dans le domaine de la culture, dans le domaine du patrimoine conservé, dans le domaine des musées, je veux dire, l'État, à travers son bras opérationnel qu'est l'Institut des musées nationaux du Congo dans le domaine des musées, a sollicité l'UNESCO pour l'accompagner effectivement dans le développement de ces secteurs. Voilà. La première chose à faire, c'est réfléchir d'abord sur les politiques à mettre en place. Les États généraux ont consisté à définir les orientations d'une stratégie nationale pour développer le secteur des musées. Voilà. Après avoir élaboré cette stratégie, dans les axes prioritaires de la stratégie seront entre autres de développer les infrastructures, serait de former le personnel, serait de mettre en place une bonne politique de public, une politique de collecte d'objets. Et tout ça, l'UNESCO va accompagner effectivement l'État dans ces différents aspects. Avant, Augustin Bicalé, avant d'arriver à des recommandations, mais qu'en est-il des collections qui se retrouvent à l'extérieur du pays, par exemple en Belgique à Tervuren. Et il y avait même récemment un Italien qui avait quand même accepté de restituer, la question de la restitution. Est-ce que l'UNESCO accompagne ce processus de restitution? Oui, l'UNESCO fonctionne par des conventions. Voilà. Et depuis 1952 jusqu'en 2005, l'UNESCO a produit plusieurs conventions auxquelles la RDC est membre, est partie. Il y a par exemple la convention de 1970 pour la lutte contre le trafic illicite des biens culturels que la RDC a ratifiée. Et c'est d'ailleurs cette convention qui est la base même juridique pour la question des musées. Et après la ratification de cette convention, le Zaïre, à l'époque, avait créé l'Institut des musées nationaux du Congo avec une ordonnance-loi pour la protection des biens culturels. Mais la problématique de la restitution des biens culturels, c'est une problématique qui est générale, qui concerne non seulement la RDC, mais d'autres pays, surtout les États qui ont été colonisés. Et donc, la RDC a déjà engagé des discussions, elle est dans un dialogue bilatéral avec la Belgique, mais il n'y a pas que la Belgique où se trouvent les objets de la RDC. Et il n'y a pas que Tervuren. Tervuren, c'est un musée en Belgique. Il y a plusieurs musées en Belgique. Il y a beaucoup de collections, des musées publics comme privés, mais également des collections privées des collectionneurs qui ont été en RDC et qui seraient peut-être prêts aussi à pouvoir restituer. Donc, les discussions, les dialogues entre la RDC et la Belgique à propos de
de la restitution des biens culturels est encouragée par l'UNESCO. L'UNESCO ne peut intervenir qu'en cas d'impasse. Voilà. Mais l'UNESCO accompagne, bien sûr, même dans le cadre des discussions bilatérales, l'UNESCO accompagne avec tous les cadres juridiques internationaux en vigueur, mais également avec des conseils techniques, de manière à ce que ces discussions se passent dans les bonnes conditions, mais également la restitution puisse avoir lieu, parce que effectivement, en abordant cette question-là, il est clair qu'il y a certains biens qui devraient retourner puisque illicitement acquis, et la définition du trafic illicite est claire. Tout ce qui n'a pas suivi le cadre légal pour pouvoir sortir du territoire congolais doit être identifié et rapatrié dans les conditions convenues entre les deux États. Voilà. Mais pour le moment, l'UNESCO n'a pas beaucoup de commentaires à faire sur le processus, parce que le processus semble encore bien marcher de deux côtés. La Belgique avait déjà eu toute une commission, il y a eu même des décisions de classification de certains du patrimoine, et aussi au niveau de la RDC, il y a une commission qui a été mise en place pour s'occuper de cette question-là. Nous sommes optimistes par rapport à la suite du processus. Voilà, retournons dans notre thème du jour. Les États généraux, bien sûr, 4 jours ont suffi, mais est-ce que vous avez relevé les recommandations? Oui, il y a eu plusieurs recommandations lors de ces états généraux. Nous en avons déjà d'ailleurs évoqué certaines majeures, dont entre autres d'abord les infrastructures. Les infrastructures, la gestion des collections nationales doit faire partie de la priorité de l'État. Vous savez que le secteur de la culture, c'est le secteur régalien de l'État. C'est comme le secteur de la défense, c'est comme le secteur de la sécurité ou de l'éducation nationale. Et donc, parmi les recommandations majeures, il y a d'abord ça, les infrastructures, mais il y a également la facilitation des travaux ou des missions de l'Institut des musées nationaux du Congo. L'Institut a plusieurs missions, dont entre autres la recherche scientifique. Aucun pays ne peut évoluer sans recherche. Le développement, c'est sûr, c'est grâce à la recherche que nous pouvons arriver à des réponses aux problèmes des sociétés qui peuvent favoriser le développement. Mais il y a également la question de la politique de renforcement des capacités. Déjà par rapport au recrutement. Les musées ne sont pas un lieu où n'importe qui peut être pris au hasard. Il s'agit d'avoir des profils, d'engager par rapport aux besoins et par rapport au profil et à la capacité même de pouvoir prendre en charge le personnel recruté. Aujourd'hui, le musée a un personnel beaucoup plus important par rapport aux besoins du personnel, et il est important que ce personnel soit encadré et que la structuration des différents musées se fasse de manière à ce que chaque agent engagé à l'Institut des musées nationaux puisse savoir quel est son travail et puisse contribuer à la mission globale de l'institution. Mais il y a eu beaucoup d'autres recommandations par rapport au développement des musées dans d'autres provinces. Et non seulement, on ne peut pas avoir pour une ville comme Kinshasa un seul musée pour près de 12 millions d'habitants. Des pays comme la Belgique comptent près de 1000 musées. La France, n'en parlons pas, mais tous ces pays-là sont petits par rapport à la RDC et leur population est inférieure à celle de la RDC. Et si nous voulons que tout le monde ait accès à la culture, si on veut démocratiser la culture, il faut nécessairement aussi multiplier les infrastructures de manière à ce que la population entière puisse avoir la facilité d'y accéder. Mais également, il y a eu des recommandations au niveau de l'éducation.
Oui, oui. Vous savez qu'aujourd'hui, dans nos cours, dans le système éducatif actuel, il est difficile de trouver des cours qui ramènent ou qui font part des richesses culturelles que nous avons en RDC. Vraiment. Or, il y a depuis quelques mois, depuis le mois de février, le monde entier a adopté le cadre de l'UNESCO pour l'éducation artistique et culturelle. Voilà. Et la RDC a joué un très grand rôle lors de ce forum qui a eu lieu en Arabie Saoudite et auquel la RDC avait pris part et pour présider la cérémonie d'adoption de ce cadre sur l'éducation artistique et culturelle. Et il est grand temps aussi que, vu les enjeux du moment et les défis auxquels la RDC fait face, il est important qu'on favorise l'intégration de l'enseignement de la culture ou l'intégration de la culture dans l'enseignement formel et non formel en RDC, de manière à ce que les gens connaissent leur culture, ils se l'approprient, mais également qu'ils puissent s'ouvrir aux autres cultures. Sinon, nous sommes dans un monde où la mondialisation ne signifie pas seulement aller puiser ce que les autres proposent, mais il est important que nous soyons en mesure aussi d'apporter quelque chose à cette mondialisation. Nous allons prendre, mais nous allons donner aussi. Mais ça, vous avez estimé à combien de recommandations? Il y a plusieurs recommandations. Nous sommes en train de travailler avec l'équipe de secrétariat technique sur le tri de toutes et la fusion de certaines recommandations qui se recoupent. Mais nous sommes autour d'une centaine de recommandations, mais nous allons travailler. Ça, c'est la fatigue. Non, bon, vous savez que c'est un travail de réflexion. Ouais. Il faut d'abord tout mettre sur le papier et puis trier plus tard. Il faut tout recueillir. Vraiment. Et après, faire la fusion. Regrouper et maintenant, savoir hiérarchiser selon les priorités. Voilà. Qu'est-ce qui peut être fait maintenant, à court terme, à moyen et à long terme. Voilà, je suis avec un expert. Je rappelle à mes téléspectateurs qu'Augustin Bicalé est administrateur national à la direction de la culture au niveau de l'UNESCO. Il est avec nous sur ce plateau. C'est une chance. Hein? Vous recevez quand même les Nations Unies sur votre plateau. C'est une chance pour nous. Monsieur Augustin, quelle lecture faites-vous alors sur le déroulement des assises? Est-ce que les objectifs ont été atteints? Comment vous avez vu l'interaction des échanges? Oui, je peux déjà vous répondre dès le premier instant que les objectifs ont été atteints. Les objectifs ont été atteints parce que l'objectif majeur de ces assises était d'abord de pouvoir réunir toute la situation des musées en RDC, ce qui a été le cas. La deuxième question était d'identifier les différents défis majeurs et de pouvoir y proposer des solutions. Voilà. Ce qui a été également le cas. Les perspectives ont été définies de manière à ce qu'on relève le secteur des musées. Voilà. Il était question que tout le monde soit engagé, tous les participants soient dynamiques et qu'ils contribuent effectivement aux échanges et aux discussions. Ce qui a été encore le cas, et même les intervenants qui étaient venus de l'extérieur, dont entre autres le professeur Mabiala Mantouba, qui est le doyen de la faculté de lettres à l'université de Kinshasa, mais également Madame Josette Chagé, ancienne directrice générale de l'Institut des musées nationaux du Congo, ancienne présidente de l'ICOM, la section Afrique. L'ICOM, c'est le Conseil international des musées. C'est le bras opérationnel de l'UNESCO dans le domaine des musées. Vraiment. Et c'est l'organisation spécialisée pour tout ce qui est le code de déontologie, pour tout ce qui est les normes de documentation de collections dans les musées et tout ça. Donc, nous avons eu ces deux intervenants très, très importants. Mais aussi, nous avons vu un personnel très
très heureux d'abord de pouvoir, pour une première fois, se réunir et discuter des problèmes qui les concernent et se connaître mutuellement, parce que il faut savoir que l'Institut des musées nationaux a plusieurs directions, plusieurs services, et parfois les services ne se connaissent pas entre eux, ne savent pas quel est le rôle de l'un ou de l'autre. Mais là, nous avons eu affaire à un partage de connaissances et d'expériences qui a relevé un peu le niveau du personnel sur la compréhension, la connaissance de l'institution dans laquelle il travaille. Et donc, en bref, je pense que les objectifs ont été atteints. Voilà, les objectifs de ces assises ont été atteints. Là, je vais saluer le comité de gestion. Coup de chapeau au directeur général de musée, Monsieur Simon Siala, je pense. C'est avec lui que toutes ces assises se sont bien déroulées en présence de la PCA, présidente du conseil d'administration de l'Institut des musées nationaux du Congo. Je les salue en passant. Et tout le personnel qui nous suit pour le moment, et ceux qui nous suivent à partir de Kinshasa, même à l'extérieur de la République, et nous vous saluons, merci beaucoup. J'ai été aussi invité dans ces assises pendant ces 4 jours. Monsieur Augustin, nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. Et tout bonnement mais sûrement, parce que on me fait signe que nous avons déjà pris quelques minutes de finalité de l'émission. Les perspectives d'avenir et votre conclusion, est-ce que nous pouvons espérer un musée, un institut de musées qui peut répondre aux standards internationaux dans les jours à venir à partir de tout ce que vous avez relevé ici, si cela se mettait en pratique? Oui, je peux déjà vous rassurer que l'Institut des musées nationaux du Congo a servi de modèle aux différents musées en Afrique, déjà à l'époque. C'est grâce à l'Institut des musées nationaux du Congo qu'on a développé certains outils de musées au niveau de l'Afrique. Et donc, l'Institut a connu quelques situations que nous connaissons tous, depuis les pillages, depuis l'entrée de l'AFTEL en 1997, et après avec tous les tumultes, le vol à cause peut-être des mauvaises conditions de sécurisation, de protection de biens, mais qui ne sont pas dus nécessairement au personnel, mais c'est à la situation générale du pays. Mais aujourd'hui, moi, je reste très optimiste, mais en même temps, je fais appel aussi à l'engagement assez très appuyé, très fourni du gouvernement pour que cette institution ne s'éteigne pas. Parce que si elle s'éteint... Si l'État n'est pas apte à sponsoriser, vous trouvez que ça sera peine perdue peut-être? Non, je ne pense pas que l'État ne soit pas apte à sponsoriser. Moi, je pense que ce qui avait manqué, c'est d'abord d'avoir une situation réelle de l'institution et d'avoir des méthodes pour pouvoir obtenir ce qu'on cherche auprès de l'État, parce qu'il faut savoir aussi que l'État s'occupe de beaucoup de choses et que si vous n'arrivez pas à présenter en quoi il y a on devrait considérer la priorité de besoins que vous proposez dans tel ou tel autre domaine, je pense que ça ne sera pas facile. C'est pas facile pour l'Institut des musées nationaux, mais ça ne l'est pas non plus pour d'autres structures aussi. Mais en même temps, il y a quand même un travail qui s'est fait. Donc moi, je considère que à partir de ce moment, vu l'engagement de l'État à travers le ministère de la Culture, mais également les différents partenaires, on a oublié ici de mentionner que la COICA était aussi représentée à ces activités. La COICA qui est un partenaire de grande taille pour l'Institut des musées nationaux du Congo et pour l'État congolais. Et donc, je considère que après avoir fait cet état des lieux et après avoir sorti ces résolutions, nous allons passer à l'étape la plus importante qui était l'un des objectifs de ces états généraux, c'était d'identifier les différents axes par rapport auxquels
une stratégie nationale des musées devrait être mise en place. Et donc l'UNESCO va appuyer encore une fois l'Institut des musées nationaux du Congo à l'élaboration de cette stratégie à partir des résolutions et des résultats de ces états généraux, de manière à ce qu'à partir de 2025, on commence à penser dans les pratiques le vrai développement des musées à travers les actions concrètes. Voilà. Et donc, nous allons encore une fois nous mettre à la disposition de l'Institut des musées nationaux du Congo pour accomplir ces perspectives, mais surtout aussi pour les aider à pouvoir initier désormais des planifications et des programmes assez ambitieux qui permettraient à l'État congolais d'appuyer l'action de l'institution. Voilà, madame, messieurs, ça n'est complètement fini. Nous avons terminé complètement cette émission. Merci parce que vous étiez en train de nous suivre partout. Mais au moins, je veux demander à monsieur Augustin Bicalé, je rappelle bien qu'il est l'administrateur national à la direction culture au niveau de l'UNESCO. Nous sommes à Kinshasa. Monsieur l'administrateur, regardez bien ma caméra. Elle vous observe d'ailleurs. Et en 60 secondes, qu'est-ce que vous voulez dire à nos téléspectateurs? On ne se dit pas au revoir, hein, peut-être ce n'est pas la première fois. Mais qu'est-ce que vous allez dire à mes téléspectateurs qui vous suivent maintenant? Aux téléspectateurs, je vais leur dire que la culture, c'est l'âme d'un peuple. Voilà. Et que cette culture en RDC, elle est conservée à travers les collections qui sont au musée. Bien sûr, la culture a plusieurs expressions. On la vit dans la musique, on la vit dans le théâtre, on la vit dans différents événements, à travers l'artisanat, à travers la mode, à travers l'art culinaire, à travers la façon de manger, tout ça. Mais les seuls lieux où nous pouvons trouver des témoignages physiques qui peuvent contribuer à la perpétuation ou à la transmission de cette culture, c'est le musée. Je vous prie donc de pouvoir venir nombreux au musée, de visiter le musée, d'aller rencontrer votre culture, mais de permettre à vos enfants d'aller découvrir cette culture pour que cette culture soit comme les fils conducteurs de leur vie, pour que cette culture soit comme la sève qui nourrit notre corps et notre esprit, et pour que nous sachions contribuer au développement du pays tout en gardant cette identité qui nous lie tous. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous êtes également les défenseurs de cette culture et les protecteurs. Et je vous prie vraiment de pouvoir contribuer davantage à la promotion de vos musées, de manière à ce que ces musées, un jour, témoignent de votre passage en tant que Congolais, en tant que citoyen du Congo. Vous savez, le musée est aussi un lieu d'éducation, d'apprentissage, de science. Dans le musée, vous allez trouver la technologie, c'est pas seulement le téléphone ou les véhicules ou les fusées, mais la technologie, c'est aussi tous ces moyens que nos ancêtres ont utilisés, par exemple pour la pêche. Quand vous voyez les Wagenya en train de pêcher en eau trouble avec des techniques assez particulières, mais tout ça est symbolisé par les pièces que vous allez trouver dans nos musées. Voilà. Et donc le savoir, il est non seulement à l'école, mais il est également dans les musées à travers les vestiges, à travers les collections qui y sont conservées. Voilà, madame, messieurs, ça n'est complètement fini. Merci. Le numéro est là. Veuillez nous appeler si vous avez d'autres questions. Merci à tous les téléspectateurs. Merci à l'équipe technique. Augustin Kapouya, il n'est pas Augustin Kabouya, mais c'est votre mot. Nous allons nous retrouver très prochainement avec le même plaisir. Augustin Bicalé, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Ciao. Ciao.